C'était probablement sage. Même si la Russie avait plus de temps pour y réfléchir, il serait probablement sage de ne pas s'impliquer profondément dans ce qui pourrait finir par être une situation très compliquée. Deuxièmement, cela nécessiterait de réduire considérablement l'équipement militaire russe et le soutien, ce qui affecterait inévitablement la guerre en Ukraine. C'était donc probablement une décision prudente. Peut-être ont-ils pensé qu'il serait très difficile à long terme de vraiment défendre Assad. Bonjour à tous, c'est Pascal des études de neutralité, et aujourd'hui je parle pour la deuxième fois avec Graham Fuller, un ancien officier de la CIA, analyste géostratégique et ami de l'ambassadeur Chas Freeman. Graham a étudié le développement des BRICS et les affaires mondiales, et aujourd'hui nous sommes lundi 9 décembre. Il est au Canada sur la côte Est, donc pour lui c'est encore dimanche 8 décembre. Mais ce qui vient de se dérouler est une révolution, en gros, en Syrie. Et je veux dire une révolution dans le sens de changements vraiment importants dans toute l'Asie de l'Ouest. J'en ai déjà parlé avec son ami Chas Freeman, et vous pouvez aller regarder cette vidéo d'abord. Avec Graham, cependant, nous devons aborder très brièvement le Moyen-Orient, l'Asie de l'Ouest. Mais ensuite, nous voulons parler un peu plus des implications géostratégiques pour la future administration Trump. Graham, bienvenue à nouveau dans l'émission. Merci Pascal. Avec plaisir. Graham, commençons par la Syrie, puis nous nous étendrons pour voir ce que cela signifie aussi pour la Russie. Maintenant que Bachar al-Assad est parti, comment pensez-vous que cela change l'équation en Asie de l'Ouest? Eh bien, je pense que c'est l'une des situations géopolitiques les plus compliquées au monde. Il y a tellement de facteurs en jeu, mais c'est ce à quoi les acteurs de la région doivent faire face, et nous aussi. Fondamentalement, je pense qu'il y a une analyse rapide qui est lancée, pas inexacte, selon laquelle les grands perdants sont la Russie et l'Iran, et bien sûr la Syrie, et que les grands gagnants sont Israël et les États-Unis. Je pense que c'est probablement vrai à très court terme. Mais quiconque suit le Moyen-Orient depuis longtemps se rend compte qu'aucune situation ne reste la même très longtemps. Donc, je dirais qu'il est bien que les gens aient des sentiments de triomphalisme éphémère. Mais il y a de nombreux pièges cachés sous la situation dont nous ne sommes peut-être pas encore pleinement et facilement conscients. La première chose que je dirais d'emblée, c'est que les États-Unis n'ont pas une bonne histoire d'embrasser ou de jouer sur les deux tableaux avec les mouvements djihadistes. Ils ont parfois travaillé avec eux, parfois combattu contre eux, mais en général, ces mouvements n'ont jamais été sous contrôle américain, et au final, ils se retournent souvent contre nous. Donc je poserai simplement la question, les intérêts américains seront-ils mieux servis? Et d'ailleurs, les intérêts israéliens seront-ils vraiment mieux servis avec un régime djihadiste qui a eu des liens très étroits avec Al-Qaïda dans le passé? Je pense que c'est une question assez ouverte, et il peut y avoir des avantages et des inconvénients impliqués. J'ai également posé cette question à Chas Freeman. Mais comment est-il possible que ce groupe islamiste semble s'entendre avec Israël et semble même vouloir conclure un accord avec eux? Pourquoi ces gens-là? Pourquoi pas les modérés? Je veux dire, le régime Assad était à toute fin utile, un régime de type laïque. Absolument, c'était le cas. De plus, les minorités religieuses en Syrie avaient beaucoup plus confiance en vivant sous la famille Assad qu'elles ne craignaient l'arrivée au pouvoir d'un régime islamiste, ce qui serait très difficile pour les chrétiens, les juifs et toutes sortes d'autres groupes. Je pense que l'un des facteurs les plus clairs ici
et que le nouveau régime djihadiste à Damas doit être très prudent à ce stade. Ils viennent à peine d'arriver. Ils ne savent pas où se trouvent les bureaux, ni comment diriger le pays. Il serait donc très sage de leur part de s'assurer de ne pas aliéner rapidement Washington et Tel Aviv, d'ailleurs. Au début, ça pourrait peut-être déclencher une réaction négative de Washington et d'Israël, qui pourrait mener à leur opposition à ce nouveau mouvement djihadiste à Damas, ce qu'ils ne veulent pas et pour lequel ils ne sont probablement pas préparés ou prêts. Mais je trouve difficile de croire qu'un mouvement islamiste assez sérieux va soudainement changer de cap et décider que, oh, eh bien, c'est bien de s'entendre avec Israël et les États-Unis, et que cela fait partie d'un agenda islamiste. Ce n'est tout simplement pas le monde réel. D'un autre côté, je veux dire, l'Arabie saoudite est à toute fin utile, également très islamiste, n'est-ce pas? Je veux dire, la version wahhabite de l'islam est extrême en termes d'exigence d'adhésion à son credo de la foi musulmane, n'est-ce pas? Voyons-nous peut-être quelque chose de similaire émerger? Eh bien, pour une chose, je veux dire, si j'étais chrétien ou membre d'une minorité religieuse, une minorité non musulmane vivant en Syrie, je préférerais probablement vivre sous Assad que sous le contrôle wahhabite en Arabie saoudite, qui est très strict, bien sûr, sur les contrôles sociaux comme en Iran, notamment en ce qui concerne la tenue vestimentaire des femmes et le type de codes moraux imposés. Mais au-delà de cela, je doute. Je pense que l'Arabie saoudite aura des sentiments extrêmement mitigés à propos de ce mouvement, ce renversement réussi de Damas par les djihadistes. Les Saoudiens, entre autres, n'aiment vraiment pas les mouvements de masse ou les mouvements révolutionnaires, et c'en est effectivement un. Traditionnellement, Al-Qaïda et d'autres mouvements similaires n'ont pas été amicaux envers l'Arabie saoudite, la Jordanie ou tout autre État qu'ils perçoivent comme étant très proche des États-Unis. Donc je doute que les Saoudiens se sentent à l'aise avec ce mouvement également. Mais nous ne savons toujours pas. Je veux dire, nous n'avons pas vu les véritables intentions du régime. Mais je suppose que, compte tenu de son passé de proximité avec Al-Qaïda et du ton général des mouvements islamistes, il est très peu probable qu'il soit sympathique ou coopératif avec Israël, les États-Unis ou même l'Arabie saoudite, à moins que ce ne soit à des fins de protection pour le moment. Alors, en un sens, ce que nous voyons ici n'est que le début de plus, ou pourrait être le début de plus d'instabilité en Syrie, n'est-ce pas? Ce qui est en fait quelque chose qui est dans l'intérêt d'Israël, et probablement aussi des États-Unis, tant que leurs champs pétrolifères dans le nord-est sont sécurisés, ce qui semble toujours être le cas. La question, cependant, concerne la Russie. Pensez-vous que les Russes... C'était une décision russe de ne pas intervenir davantage et de laisser Assad tomber, sauf pour l'accueillir en tant que réfugié. Oui, c'est une très bonne question, Pascal. Je pense que je suppose que les services de renseignement russes ont probablement été presque aussi surpris par la rapidité du mouvement djihadiste en quelques jours, du coin nord-ouest de la Syrie jusqu'à Damas. Tout le monde a été pris de court par cela, peut-être même les djihadistes, alors que le régime d'Assad s'effondrait. Mais je pense, en y réfléchissant bien, qu'il était probablement sage, même si la Russie avait eu plus de temps pour y réfléchir, de ne pas s'impliquer profondément dans ce qui pourrait finir par être une situation très compliquée. Et deuxièmement, cela aurait nécessité de déployer un équipement militaire russe très sérieux et un soutien, ce qui aurait inévitablement affecté la guerre en Ukraine. Donc c'était probablement une décision prudente. Et peut-être ont-ils pensé qu'il serait très difficile à long terme de vraiment défendre Assad.
Brian Berletic from the New Atlas yesterday in a program. Brian Berletic du New Atlas a déclaré hier dans une émission que même les grandes puissances n'ont pas un pouvoir infini. Et si les États-Unis n'ont pas été capables de maintenir l'Afghanistan et ont dû se retirer face à un mouvement de libération islamiste, alors cela pourrait être le parallèle actuel en Syrie. Les ressources sont limitées et pour la Russie, il est bien plus important de continuer à consolider ce qu'ils ont gagné en Ukraine, en Europe, plutôt que d'essayer de détourner des ressources. Pensez-vous que cela ait pu être pris en compte dans le calcul stratégique à Moscou? Oui, exactement. C'est en quelque sorte ce que j'essayais de dire, que je pense que cela épuiserait trop les ressources militaires russes de s'impliquer dans une situation très incertaine en Syrie, où ça pourrait être un véritable piège. Et à ma surprise et à mon plaisir, Trump et ses conseillers semblent avoir décidé qu'ils ne souhaitaient pas non plus vraiment s'impliquer dans ce qui pourrait être un piège très laid et à long terme dans la situation. Et enfin, le jeu n'est pas terminé. Je veux dire, la Russie a des cartes très significatives à jouer, et je pense qu'ils sentiront probablement qu'ils seront capables de traiter confortablement avec quiconque est arrivé au pouvoir à Damas. D'accord. Question. Et c'est la dernière chose dont je veux parler concernant la Syrie, mais je me demande à ce sujet. Nous avons maintenant une situation qui pourrait être problématique pour les États-Unis et leur alliance avec l'OTAN, parce que d'une part, nous avons la partie nord-est qui est contrôlée par des groupes kurdes avec le soutien des États-Unis. De plus, les États-Unis ont les champs pétrolifères, etc. Il y a cet accord tacite. Mais ensuite, le reste de la Syrie est maintenant contrôlé par des groupes très proches de la Turquie qui sont explicitement hostiles aux Kurdes. Erdogan en Turquie a été bien sûr comme les Turcs, un grand pardon. Les Kurdes sont un grand problème pour lui, et il a combattu contre eux, utilisant ces groupes comme des proxys pour lutter contre les Kurdes. Mais cela signifie maintenant que deux membres de l'OTAN, des membres très importants de l'OTAN en Syrie, ont essentiellement des intérêts opposés en ce qui concerne le territoire, ou ce qu'ils occupent, n'est-ce pas, ou ce que leurs proxys occupent. Comment pensez-vous que cela va se dérouler? Eh bien, je pense que vous avez posé la question de manière assez précise, Pascal. Je dirais que le principal objectif de la Turquie, sa principale préoccupation géopolitique, est la situation kurde. Et cela prend probablement la priorité sur toutes les autres. Je prévois donc un potentiel point de rupture sérieux entre la Turquie et le nouveau régime à Damas. Peut-être si la Turquie semble déterminée à intervenir, comme je suis sûr qu'elle continuera à le faire, pour essayer de diminuer ou même écraser le mouvement kurde dans le nord-est de la Syrie. Aujourd'hui, les autorités à Damas peuvent l'accepter. Elles peuvent travailler avec cela. Mais à long terme, elles seront préoccupées par leur propre souveraineté et ne seront pas satisfaites de l'intervention militaire turque dans des parties de la Syrie sur lesquelles le gouvernement syrien ne semble même pas avoir le contrôle à ce stade. Cela ne fonctionnera donc pas particulièrement bien. Et aussi, je veux dire, il y a de longues mémoires historiques. Il y a une relation d'amour-haine entre les Turcs et les Syriens. Comme vous le savez, la Syrie a longtemps fait partie de l'Empire ottoman, une partie très importante de celui-ci. Je veux dire, même les plats populaires en Turquie aujourd'hui, comme je viens de l'écrire dans mon blog que je publie bientôt, deux des plats de kebab les plus populaires ont tous deux des noms associés à la Syrie. Il y a le Halep kebabı, qui est en quelque sorte le plat d'Alep, et puis le kebab de Damas, qui est très très populaire. Ce sont donc des cultures assez diverses, mais l'une est arabe et l'autre est turque, et les Arabes ont été sous domination turque pendant longtemps. Il y a donc des sentiments mitigés là-bas.
Je ne pense pas que ce soit nécessairement un mariage à long terme fait au paradis. Non, non, je veux dire, cela ressemble plutôt à une recette pour l'enfer, n'est-ce pas? Pour une violence de masse dans cette région. Je veux dire, il y a tellement d'acteurs maintenant. Et les Israéliens essayent déjà d'annexer davantage de parties du plateau du Golan. Quoi qu'il en soit, mais peut-être laissons ce domaine pour l'instant et passons à cette question des BRICS. Je veux dire. Si je peux juste ajouter ici, Pascal, parce que je pense que c'est significatif. Nous avons beaucoup vu avec le succès triomphant d'Israël contre le Hezbollah et le Hamas, en éliminant au moins leur leadership. Je ne veux pas dire que les mouvements sont morts. Ils ne sont pas morts, mais ils ont éliminé un leadership sérieux. Cela a donc, je pense, créé une sorte de sentiment presque triomphaliste en Israël, avec des pensées d'un Israël plus grand, toujours plus grand, dont les frontières sont assez floues. Et vous avez eu plusieurs figures d'extrême droite, Ben Gvir et Smotrich et d'autres, parlant d'un grand Israël qui évoque en effet tout le Liban, toute la Jordanie, et qui sait jusqu'où cela pourrait s'étendre à des parties de la Syrie. Je pense donc qu'il y aura une grande inquiétude de la part de la Syrie, sans parler bien sûr de la Jordanie et même de la Turquie, quant à l'étendue des ambitions du grand Israël. Et nous ne le savons tout simplement pas. Mais ce serait pour une véritable exploitation. Mais maintenant, je pense aussi, mais Israël est notoirement difficile à prévoir. Nous avons maintenant également la situation dans laquelle deux membres des BRICS, l'Iran et la Russie, ont été sévèrement affaiblis, en particulier l'Iran dans cette région. Et nous avons un partenaire aspirant des BRICS, la Turquie, qui est en grande partie responsable de cet événement. En même temps, la Turquie est un pivot à la fois pour la Russie, bien sûr, et le Bosphore, et maintenant, avec l'influence en Syrie, également pour l'Iran, quelque chose qui ne peut être ignoré. Mais ils agissent tous maintenant dans le cadre des BRICS. Pensez-vous que ça représente un revers majeur pour les BRICS? Ou est-ce quelque chose dans la lignée de la façon dont les BRICS ont déjà travaillé avec des adversaires stratégiques, comme l'Iran et l'Arabie saoudite? Oui, je pense que les BRICS sont bien sûr à un stade très précoce de leur développement. Et comme vous le savez, la Turquie n'est pas encore tout à fait un partenaire à part entière, d'après ce que je comprends. Mais Erdogan est un leader très imprévisible. C'est un leader remarquable, vraiment remarquable, mais parfois un géopoliticien insensé, je pense. Mais il réfléchit en termes géopolitiques profonds. Je veux dire, la Turquie, comme vous le savez, se considère non seulement comme la Turquie, mais aussi comme une puissance méditerranéenne, une puissance du Moyen-Orient, une puissance balkanique, une puissance caucasienne, une puissance d'Asie centrale. Il s'aventure même en Afrique et dans des choses de ce genre, une puissance musulmane. Donc je pense que la Turquie joue peut-être un jeu risqué, maintenant, vis-à-vis de la Russie à cet égard. La Russie ne peut pas être satisfaite du soutien de la Turquie au mouvement djihadiste qui a affaibli la position de la Russie dans la région. Et je pense qu'Erdogan va devoir trouver un accord avec la Russie sur la manière dont il va jouer ce jeu. Et quelle est la partie la plus importante? Est-ce de faire partie des BRICS et des avantages de traiter avec la Russie ou des avantages de jouer des jeux en Syrie? Mon intuition est que la Russie est le joueur le plus important même pour la Turquie. Mais peut-être que la Turquie dira simplement « je suis désolé », s'excusera et reviendra à essayer de travailler plus étroitement avec la Russie. Parce que les BRICS comptent tellement. Je ne pense pas que ce soit un coup terrible pour les BRICS, mais cela indique comment, à mesure que les BRICS s'élargissent, inévitablement, il y aura des groupes et des pays en leur sein qui seront en désaccord les uns avec les autres d'une manière ou d'une autre.
Le grand défi pour les BRICS sera de savoir s'ils sont capables de rassembler des pays qui ont eu des relations plus hostiles. Nous l'avons déjà vu avec la Chine, avec son travail remarquable pour rapprocher l'Arabie saoudite et l'Iran. Pensez-vous que la Chine essaiera d'influencer ce processus, ou ce qui se passe actuellement entre la Turquie, l'Iran et la Russie, pour rétablir les liens, ou la Chine restera-t-elle en dehors de cette constellation très complexe maintenant? C'est extrêmement complexe. J'ai tendance à penser que la Chine restera à l'écart à ce stade, en partie parce que c'est si compliqué et que la Chine a des enjeux plus importants à jouer. Je ne pense pas que la Chine verrait vraiment cela comme un revers pour les BRICS. Les BRICS sont tellement plus à leur ordre du jour, travail économique, de développement et politique, qui essaient de rester en dehors des conflits, mais plutôt de résoudre les conflits. Je pense qu'à court terme, la Chine optera probablement pour rester à l'écart. Mais à mesure que cela se poursuit, la Chine pourrait bien sentir qu'il est temps de tenter sa chance pour amener une sorte de rapprochement plutôt que de s'impliquer militairement d'un côté ou de l'autre. Je ne pense vraiment pas que la Chine veuille faire cela à ce stade.